Comment nos ancêtres peuvent-ils impacter notre vie aujourd'hui ? Comment est-ce que la psychologie peut avoir un lien avec notre généalogie ? C'est le travail de Cécile Le Goern qui a réalisé la semaine dernière au Fort de Tourneville une conférence autour de la psychogénéalogie et donc comment nos ancêtres et leur passé peuvent impacter notre vie aujourd'hui. Bonjour Cécile, alors qu'est-ce que la psychogénéalogie ? Alors bonjour, oui donc effectivement j'ai pu faire une conférence avec le groupement de généalogie du Havre et de Seine-Maritime pour présenter la psychogénéalogie. Ça s'est extrêmement bien passé, il y avait une 60aine de personnes présentes, énormément de questions et donc des échanges vraiment très enrichissants, également avec des personnes qui sont déjà généalogistes amateurs. Alors qu'est-ce que c'est ce côté psychologie et généalogie, comment ça se marie ensemble et comment vous, ça se retrouve dans votre pratique ? Oui, alors la psychogénéalogie, c'est vraiment une discipline qui est aux confins de toutes les sciences humaines, c'est-à-dire qu'on va y retrouver donc évidemment la psychologie et puis tout l'apport de la généalogie, mais également on prend en compte la sociologie, l'histoire et la géographie parce qu'on va vraiment chercher à avoir toutes les informations sur la vie de nos ancêtres et tous les éléments qui pouvaient jouer. Donc concrètement, c'est-à-dire qu'on peut peut-être mettre en lumière certains liens entre des troubles, des maladies et tout un côté un peu psychologique par rapport à nos ancêtres, c'est ça ? Il y aurait un lien en fait entre peut-être les traumas ou des choses comme ça de nos ancêtres qui revient sur nous. Effectivement. En fait, alors la psychogénéalogie, c'est une approche qui va explorer les liens entre notre histoire familiale et puis notre vie actuelle, qu'il s'agisse de notre bien-être, effectivement, de certains comportements, certaines croyances, certains troubles qui peuvent, je dis bien qui peuvent, on parle toujours au conditionnel, qui peuvent avoir un impact sur notre vie actuelle. Donc on dit, et les auteurs disent, que les traumatismes, notamment les traumatismes non surmontés, les secrets, les conflits vécus par nos ascendants et tous les non-dits, vont pouvoir potentiellement jouer sur la vie des descendants. Qui est-ce qui a mis en lien ce lien entre notre vie et celle de nos ancêtres ? Alors, il y a plusieurs réponses à cette question. On peut revenir à Freud qui évoquait déjà une âme collective, donc qui parlait de la possibilité de transmission entre les personnes. Ensuite, Jung a théorisé l'inconscient collectif, donc tous les phénomènes qui échappent à la conscience et qui se déroulent finalement à notre insu. S'il y a un inconscient collectif, il y a donc un inconscient familial qui est porteur des non-dits, des loyautés familiales, des traumas, des deuils non faits de la famille. Dans les années 70, Françoise Dolto, qui est bien connue, Nicolas Abraham et Maria Torok, qui le sont peut-être un peu moins, ont évoqué une transmission transgénérationnelle, donc de ces secrets, conflits non résolus, des morts prématurées, parfois des choix de profession. Et puis en France, c'est Anne-Ancelin Schutzenberger, dès les années 1980, qui a développé la psychogénéalogie, qui a publié en 1988, donc Aïe mes aïeux, qui est devenu un ouvrage de référence, un best-seller et édité à plusieurs reprises. Comment vous vous êtes intéressé à la psychogénéalogie et qu'est-ce qui vous intéresse dans ce domaine ? Moi, je travaille auprès de l'être humain de différentes manières depuis 20 ans. Et puis, je me suis formée en psychologie et en psychogénéalogie. Je m'y suis intéressée tout d'abord, comme souvent, par des recherches sur ma propre histoire. Et puis, ça a été vraiment une révélation, en fait, de pouvoir aller identifier des répétitions, des choses qui étaient très marquantes et significatives, tant et si bien que j'ai souhaité m'y former et la transmettre dans différents cadres. J'ai également une casquette de formatrice et j'ai pu concevoir des modules en lien avec la psychogénéalogie et les parcours professionnels, par exemple. C'est un travail qu'on peut faire déjà nous-mêmes en commençant à rechercher un petit peu son arbre généalogique ou avec un professionnel comme vous. Qu'est-ce que ça apporte justement d'aller rechercher ses racines et peut-être ce que vous dites, les répétitions par rapport à notre famille ? Alors, la généalogie, effectivement, on la distingue de la psychogénéalogie. Elle se base sur la généalogie, évidemment, avec les recherches, le travail d'enquête que l'on peut faire, mais on va aller plus loin et dès lors que on va vouloir aller décrypter un petit peu tout ce qui peut se jouer en termes de répétition et de transmission, c'est bien d'être accompagné. Évidemment, on peut repérer des choses par soi-même. Il y a de nombreux ouvrages qui permettent déjà de se documenter. On a même des ouvrages, notamment un d'Anne-Ancelin avec des exercices pratiques de psychogénéalogie où on peut bien sûr commencer un travail par soi-même si l'on s'y intéresse. Oui. Donc, est-ce qu'il y a possibilité avec ce travail justement de stopper certains mécanismes qui pourraient
être négatif, parce que j'imagine que c'est pas seulement négatif, il y a aussi des choses positives qui peuvent aussi apparaître. Alors bien sûr, les transmissions, elles sont bien évidemment aussi positives et bénéfiques et bien heureusement, mais forcément on va plus s'intéresser à ce qui peut générer des sortes de blocages finalement dans la vie actuelle. Alors on travaille en psychogénéalogie avec un outil donc qui a développé Anne Ancelin et qui est le génosociogramme. Donc c'est un arbre généalogique qu'on va enrichir des événements marquants, des événements de vie et puis des relations affectives entre les personnes. Donc c'est vraiment un travail graphique. Et donc Anne Ancelin disait que déjà le fait de prendre du recul et de regarder toute cette représentation graphique de soi-même au sein des générations pouvait avoir une sorte d'effet cathartique pour répondre à votre question sur le fait de se dégager un petit peu de ce qui peut peser. Et puis il y a énormément d'autres techniques qu'on va utiliser suivant la sensibilité des personnes. On peut parler de techniques d'allègement qui peuvent être liées à la mise en scène avec le psychodrame, avec des représentations symboliques de figurines ou d'objets si c'est nécessaire. Moi, j'utilise beaucoup la lettre, j'utilise des techniques de sophrologie et relaxation énergétique que j'ai apprises en formation, où on va vraiment aller visualiser finalement et puis remettre un petit peu les poids aux ancêtres finalement qu'on a identifiés comme potentiellement pouvant nous avoir transmis indirectement et inconsciemment des choses qui peuvent être lourdes et nous impacter aujourd'hui. Moi, je ne suis pas catégorique. Vous avez remarqué que je parlais au conditionnel. Ça me semble extrêmement important. Moi, ce que je dis, c'est que c'est une pratique qui déjà me passionne. Il y a de nombreux ouvrages et auteurs qui y travaillent et donc j'aime en parler comme aujourd'hui pour la faire connaître, mais il n'y a rien de catégorique, bien évidemment. Notamment, vous avez prononcé plusieurs fois le terme de maladie. Ça me semble important d'y revenir. Évidemment, une maladie, on la traite, on va voir son médecin, on se fait soigner, accompagner. Et si on a le souhait ou l'impression que on a peut-être quelque chose à aller rechercher du côté transgénérationnel en lien avec une répétition, eh bien, on fait ce travail de recherche en plus, de manière complémentaire. Mais en aucun cas, moi, je n'affirmerai que les choses sont catégoriques et obligatoires, bien évidemment que non. Sur la psychogénéalogie en France, justement, votre travail aussi, c'est de la faire connaître. Est-ce que le parcours avance bien ou est-ce que c'est encore difficile de faire connaître votre métier, en fait, tout simplement en France ? Alors, il y a vraiment un intérêt du grand public pour la psychogénéalogie, tout simplement parce que les personnes vont avoir parfois ressenti de manière un petit peu intuitive qu'il y avait un poids, quelque chose qui pesait, qui ne venait pas forcément de l'exploration de leur vie jusqu'à présent. Même des personnes qui vont avoir un suivi en psychothérapie, mais qui vont se dire « Ok, j'ai avancé, il y a des choses que j'ai détectées, maintenant… » je ressens que, et ça je le vois bien lors des conférences par exemple de présentation de la pratique, où tout de suite on va voir que pour certaines personnes ça fait tilt et qu'elles vont se dire mais oui, je vais aller explorer le transgénérationnel, je dois aller rechercher par là, ça peut m'apporter quelque chose. Voilà. Et pour compléter ma réponse, de plus en plus de professionnels, alors qu'il s'agisse du secteur social, de l'éducatif, même paramédical, vont s'intéresser à la pratique. J'ai des personnes qui viennent à la fin de consultation, en atelier et puis en conférence, puis souhaitent aussi se former, prendre en compte cet aspect transgénérationnel justement dans les différents accompagnements liés à leur métier aujourd'hui. Comme toute pratique qui commence à se faire connaître, il y a parfois aussi des questionnements autour. Quand j'ai cherché la psychogénéalogie, puisque moi je ne connaissais pas du tout avant votre conférence, j'ai trouvé un article qui date de 2018, donc on en parlait déjà, un article de Sarah Terrien qui affirmait que ça pouvait être des coïncidences. Alors je trouve que c'est intéressant puisque vous utilisez beaucoup le conditionnel. Qu'est-ce que vous répondez justement sur ce fait que certains disent c'est pas une science exacte, ça peut être des coïncidences aussi Alors moi je ne cherche pas à convaincre, je trouve que si l'on s'y intéresse et que l'on a envie d'aller creuser cet aspect transgénérationnel, c'est bien d'avoir la liberté de le faire et bien évidemment moi je n'affirme rien, vous l'avez remarqué, il y a même un livre, alors je n'ai plus le nom en tête, mais d'un journaliste qui justement démontrait que effectivement des coïncidences, les dates que l'on peut remarquer de manière répétée dans un arbre pouvaient être selon lui des coïncidences, etc. Moi je dis peut-être effectivement, je n'affirme vraiment rien, de nombreux auteurs ont travaillé sur ces sujets,
moi, à ma petite échelle, je fais connaître la pratique. Je n'ai pas encore écrit, mais si on s'y intéresse, c'est bien d'avoir la liberté de l'explorer. Il ne faut rien affirmer, être catégorique sur ces sujets-là. Et effectivement, maintenant, si on a des clés de compréhension qui adviennent de par cette pratique, si on a l'impression d'avancer et puis de pouvoir un petit peu faire des choix un petit peu plus conscients parce qu'on est libéré de certains impacts et de certaines transmissions, tant mieux. Et puis sinon, si ça ne nous intéresse pas ou qu'on pense que c'est vraiment de la coïncidence et qu'il n'y a rien à travailler, eh bien, on passe son chemin, tout simplement. Le but, c'est vraiment de se libérer et de comprendre. C'est ça ? Oui, alors le terme libérer peut être un peu fort, en tout cas de s'alléger. Moi, j'aime bien le terme de s'alléger, d'obtenir des clés de compréhension. Alors voilà, il y a différentes citations des auteurs. Anne Ancelin disait justement tout ce qui n'est pas mis en mots MOTS, eh bien, s'imprime finalement dans l'inconscient familial et va s'exprimer par des mots MAUX de diverses natures. Voilà, donc on peut vraiment avancer dans sa compréhension, la compréhension finalement de ces lignées familiales. Et puis, on a cette notion aussi, beaucoup de personnes sont intéressées par le fait un petit peu d'aller alléger les choses pour leurs descendants. Voilà, j'ai beaucoup cette remarque qui revient aussi. Parce qu'on parle beaucoup du passé, là, du fait de remonter pour soi-même, mais aussi, c'est vrai, alléger peut-être des difficultés qui peuvent revenir de plusieurs générations pour les générations suivantes. Oui, en fait. Notamment liées aux notions de secret. Le secret, il peut être vraiment néfaste finalement. Il se transmet dans l'inconscient familial et puis, durant plusieurs générations, eh bien, il peut se retraduire de différentes manières. C'est-à-dire qu'il va être représenté à la famille. Donc, ça peut être par des troubles, des accidents, des répétitions à des dates anniversaires. Et donc, le fait que les choses soient dites, soient évoquées, ça va vraiment alléger la famille de manière globale. Les dates, c'est très important ? Les dates sont importantes, effectivement. Alors, les dates ou les âges, les périodes de la vie. On peut très bien remarquer une répétition où finalement, eh bien, à 7 ans, l'enfant perd son père. Alors, de différentes manières. Dans les générations précédentes, il peut le perdre parce que le père décède. Et puis finalement, on va remarquer que on va arriver sur un enfant dont le lien est coupé avec le père. Le père n'est pas décédé, mais à l'âge de 7 ans, on a cette répétition. C'est à nouveau un moment où la figure paternelle n'est plus présente. Donc c'est intéressant, finalement, de faire ce lien-là, quoi. Est-ce que c'est compliqué parfois, puisque là on utilise vraiment le passé, l'histoire. On sait tous que dans certaines familles, il y a des membres qu'on ne connaît pas, on n'a pas l'histoire complète de tout le monde. Donc vous allez vraiment devoir venir creuser. C'est difficile parfois de pouvoir expliquer certaines choses quand on n'a pas tous les éléments ? Oui, bien sûr, effectivement. Alors, on travaille, ce qui est important de dire, c'est que le travail en psychogénéalogie, ou en analyse transgénérationnelle, on utilise également ce terme, commence de mémoire. C'est-à-dire que lorsque l'on commence par se représenter soi au sein du génosociogramme, et puis les collatéraux, et puis que l'on remonte sur les parents et la fratrie, généralement on a ces informations-là. C'est par la suite, en avançant, que l'on peut avoir besoin d'aller rechercher des informations finalement, donc dans les actes, dans les archives, où là on va vraiment se rapprocher de la généalogie en tant que telle. On n'a pas toutes les informations, mais finalement, celles que l'on a, sont suffisantes pour avancer. On peut travailler par strates. Il y a des personnes qui travaillent à un moment donné sur leur arbre, et puis ça va s'arrêter. Et puis lorsqu'elles vont revenir un petit peu plus tard, d'autres informations auront émergé par les recherches, par quelqu'un qui va aussi livrer une information dans les familles. On est au sein d'un système, et finalement, tout comme en systémie, dès lors qu'une personne va bouger, ça fait bouger l'ensemble du système, et on peut avoir aussi des langues qui se délient, notamment sur des secrets de famille. J'aimerais bien citer également Bruno Clavier, donc, qui est un psychanalyste qui travaille sur les effets des secrets familiaux et qui dit « tout ce qui n'est pas dit est répété ». Donc voilà, avec ce jeu de mots sous forme de répétition. Il travaille notamment, lui, avec les enfants, où là, la levée du secret, finalement, il y a différents ouvrages, notamment les fantômes familiaux. On voit que la levée du secret a un effet vraiment, pour le coup, libérateur chez les enfants. Chez les adultes, c'est différent. Moi, je travaille avec des adultes, et là, le travail peut être un petit peu plus long, mais on va utiliser donc toutes ces techniques de recherche, ce questionnement, la représentation graphique, et puis différentes techniques d'alerte
d'allègement suivant la sensibilité des personnes. La réponse, c'est celle qui fait sens pour la personne. C'est-à-dire qu'on a des personnes qui vont réellement éprouver un soulagement du fait que certains éléments ont été évoqués, du fait de découvrir un pan de l'histoire d'une arrière-grand-mère, par exemple. Donc voilà, si ça fait sens pour la personne et qu'elle se sent d'une certaine manière allégée, qu'elle a l'impression d'avoir encore une fois des clés de compréhension sur elle-même et son histoire, eh bien, j'ai envie de dire que l'objectif est atteint. Vous organisez des conférences régulièrement ? Alors, j'organise régulièrement des conférences, oui, dans différents lieux et puis en lien avec différentes structures. Là, c'était le groupement de généalogie. Et puis, j'organise des ateliers également pour des personnes qui veulent venir ébaucher leur travail sur leur arbre sans forcément s'engager sur la durée, simplement faire un premier travail au sein d'un petit groupe. Ça, c'est assez intéressant. J'en programme à peu près une fois par mois. Et ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui va se jouer. Donc, on a 3-4 personnes uniquement pour que ça reste vraiment confidentiel et que tout le monde ait le temps de travailler. C'est intéressant de voir ce qui se joue dans le groupe et les échos, parce qu'on se rend compte généralement à la fin de l'atelier que finalement, sans se connaître, il y avait bien comme une thématique commune, un deuil, la notion de deuil non fait, les mémoires de guerre, les troubles alimentaires en lien avec des mémoires de famine, etc., etc. Et ça, c'est assez intéressant et c'est assez puissant pour les personnes qui aiment aussi travailler au sein d'un groupe. Donc j'ai un atelier le 22 juin, mais qui est complet, et qui se fait donc dans mon cabinet à Gonneville-la-Mallet. Le programme sera pour la rentrée. Moi, je mets tout en ligne sur mon site internet qui est psycho.fr, donc PSY, CAUX, tout attaché, .fr. Je mets à jour les actualités, conférences, ateliers, et puis également tout le détail sur l'accompagnement individuel, donc en analyse transgénérationnelle. Merci beaucoup. Je vais remettre tous ces liens directement dans la fiche podcast de cette interview. Merci. Très bien. Merci.